Merci, Monsieur Gaï, pour l'amabilité que vous avez eue de m'interviewer. Au-delà de ça aussi, je vous remercie pour notre collaboration qui ne date pas aujourd'hui, qui date depuis longtemps. Alors la question me semble assez intéressante pour au moins deux raisons. D'abord, le gouvernement est une institution. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, au Sénégal, le gouvernement était une institution coutumière. Maintenant, en 2001, dans la Constitution du 22 janvier 2001, qui régit actuellement donc, la République sénégalaise, le gouvernement fait partie des institutions de la République à travers l'article 6 de la Constitution. Donc c'est une institution, mais c'est une institution qui est rattachée au pouvoir exécutif. C'est une institution collégiale, composée d'un premier ministre et d'autres ministres qui forment ce qu'on appelle le gouvernement, les membres du gouvernement. Vous savez la notion de gouvernement? Alors, on l'a tiré donc, de gouvernement de cabinet donc, de l'Angleterre, notamment dans le cadre des régimes parlementaires. La deuxième chose est que le gouvernement est rattaché au pouvoir exécutif. Parce que dans notre schéma, dans notre système institutionnel et étatique, il y a trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc chaque pouvoir, quand même, donc, a une indépendance organique et donc une indépendance fonctionnelle. Cela leur permet tout simplement de s'adonner à des tâches précises et fixées par la Constitution. Concernant l'exécutif maintenant, nous avons un exécutif à deux têtes. D'abord le président de la République, puis le gouvernement. Le président de la République, il est donc le chef de l'exécutif. C'est lui maintenant qui nomme le gouvernement, notamment le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Alors, les critères de nomination d'un ministre au Sénégal, je vais vous surprendre, mais la loi, elle est lacunaire. D'abord, il faut partir de la Constitution. Pour dire qu'est-ce qu'un ministre? Un ministre, c'est un membre du gouvernement. Il est à cet effet nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Donc, à ce niveau, il a une qualité qui lui permet tout simplement d'avoir un statut et des fonctions. Le statut de ministre maintenant est posé par la Constitution, mais il devrait être fixé par une loi organique. Si vous prenez l'article 54 de la Constitution, c'est cet article qui parle de la qualité de ministre. C'est-à-dire qu'un ministre, c'est quoi? C'est un membre d'un gouvernement qui gère une administration à lui maintenant, donc, avec des prérogatives auxquelles donc, il doit faire face, il doit exécuter des tâches. Mais, pour une grande première, comme je l'ai dit tantôt, là, le gouvernement a été donc inséré parmi les institutions de la République, ce qui supposait qu'en réalité, on devait prendre une loi organique pour fixer le statut du pouvoir exécutif. Ça devait permettre tout simplement de fixer les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité à la qualité de ministre. Maintenant, depuis 2001, cette loi organique n'a jamais été prise. Vous voyez ce que cela fait. Maintenant, pour pouvoir fixer les critères, il faut se dire tout simplement, déjà, le président de la République, parmi ses attributions, ce que l'on appelle les pouvoirs propres, n'est-ce pas, que lui donne la Constitution, parce que le président a des pouvoirs propres et des pouvoirs partagés. Parmi ces pouvoirs propres, il y a le pouvoir de nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement. Quand le président de la République choisit, il choisit parmi les Sénégalais, en fonction des critères posés par la loi et certains qui lui sont propres. Le critère qui lui est propre et qui lui revient de droit, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République, qui peut choisir n'importe quel Sénégalais, qui n'est pas dans des cas d'incompatibilité, ou bien dans des cas interdits par la loi, de pouvoir le nommer à une station ministérielle. Mais par contre, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, parfois même donc, qui sont des éléments coutumières, etc. Il n'est jamais posé qu'il faut être de bonne moralité pour être nommé ministre de la République. Mais toujours, il y a une enquête de moralité à cet effet. Donc cette enquête de moralité permet tout simplement de connaître la trajectoire de la personne concernée, son parcours, et puis aussi donc de s'assurer que cette personne peut conduire ou bien peut donc exercer ses fonctions. Au-delà de ça, maintenant, d'autres critères généraux, la nationalité, parce que
À un moment donné, on avait quand même des ministres qui n'étaient pas des Sénégalais, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse nommer quelqu'un qui n'est pas sénégalais. Parce que le ministre, c'est un agent public. Il n'est pas fonctionnaire, certes, mais c'est un agent public. Et tous les fonctionnaires sont des agents publics. Donc la nationalité, l'âge, par exemple, on ne peut pas nommer ministre quelqu'un qui n'a pas donc, plus de 18 ans révolus. Parce qu'on ne peut pas faire travailler quelqu'un qui est mineur. Le code du travail l'interdit. Vous voyez, donc, c'est des dispositions éparses. L'autre élément maintenant, c'est qu'en réalité, il faudrait que le ministre aussi s'adonne exclusivement à cette tâche. Cela signifie tout simplement qu'on ne peut pas nommer quelqu'un et le laisser dans ses fonctions antérieures. On peut nommer quelqu'un dans le privé comme dans le public. Un professeur d'université, s'il est nommé ministre de la République, il est considéré comme détaché pour des fonctions gouvernementales. Donc, il est détaché pour exercer des activités gouvernementales. Un chef d'entreprise qui est nommé ministre, il doit démissionner de la tête de son entreprise parce que tout simplement, c'est pour éviter les conflits d'intérêts. Vous voyez, donc c'est un ensemble de critères, c'est un bouquet même de critères qui entrent en jeu, mais la plupart du temps qui ne sont pas écrits, d'où les lacunes de la loi, notamment la Constitution. Si nous avons une loi organique relative au statut du pouvoir exécutif, il pourrait régler ça. D'autant plus que moi, je l'ai écrit et je l'ai dit, et même le président de la République, c'est une institution, il n'y a pas de loi organique relative au statut du président de la République. D'où cette réforme qui est attendue et qui devrait inspirer, n'est-ce pas, le second et dernier mandat du président Macky Sall, c'est-à-dire tout simplement prendre une loi organique sur le statut du pouvoir exécutif, notamment sur le statut du président de la République et sur le statut du gouvernement. En réalité, et là, du coup, ce n'est pas une question de droit constitutionnel véritablement, mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect juridique, ça pose donc un problème de science politique et de science administrative que nous connaissons tous les deux. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde sait que dans notre système, le président de la République est la clé de voûte, n'est-ce pas, des institutions. C'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Donc forcément, le Premier ministre ne pourrait pas choisir, proposer quelqu'un qui ne va pas agréer l'assentiment du président de la République. Mais la Constitution, elle est très claire. Les ministres sont nommés sur proposition du Premier ministre. Donc on suppose, et c'est ça la règle, tous les ministres sont censés être proposés par le Premier ministre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils doivent être sous l'autorité du président de la République. Parce que le président de la République commande le Premier ministre commande les ministres. Parce que le gouvernement est une institution collégiale dirigée par le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle, dès lors que la Constitution précise que le président de la République, c'est lui qui définit la politique de la nation, et donc c'est juste que le président de la République a une vision, et cette vision doit être traduite en acte par le gouvernement à travers par les directives du Premier ministre. Vous voyez? Mais il faut se dire qu'en réalité, la Constitution est très claire, c'est le président de la République, sur proposition du Premier ministre, qui nomme, certes, mais dans les faits, dans la réalité, tout le monde sait que c'est le président de la République qui choisit ses ministres lui-même. Il n'y a pas de limite à ce niveau. Hein. Le Premier ministre peut être reconduit autant de fois que cela est nécessaire pour le président de la République. Sauf que dans notre système, et là, on touche à l'inspiration parlementaire de notre régime. Le Premier ministre, il est nommé par le président de la République. Mais pour que le Premier ministre puisse demeurer en fonction, il faut qu'il soit investi de la confiance du Parlement. Parce que dans notre système, le Parlement a ses prérogatives suivantes. Il investit le gouvernement, il le contrôle et il le sanctionne. Et l'investiture, c'est quoi? C'est à travers la déclaration de politique générale. Après cette déclaration de politique générale, le Premier ministre est soit investi de la confiance du Parlement, ou bien s'il n'est pas investi de la confiance du Parlement, il démissionne. Et dès lors que le Premier ministre démissionne, tous les membres du gouvernement sont considérés comme démissionnaires. Vous allez voir, aussitôt qu'après la prestation de serment du président de la République, le Premier ministre va rendre sa démission. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau mandat. Et donc, le président en exercice, certes, il a été réélu, mais on considère que c'est une nouvelle élection, c'est une réélection. Donc, forcément, il faudra choisir un nouveau gouvernement. Le président de la République peut bel et bien reconduire Mohamed Boun Abdallah Dionne et son gouvernement, s'il le souhaite. Maintenant, je crois que là où nous sommes, le président de la République fera un nouveau gouvernement, qui sait, mais rien ne lui interdit tout simplement de reconduire le gouvernement qui était en place. Maintenant, ce gouvernement, une fois nommé, il doit, à travers le Premier ministre, faire la déclaration de politique générale pour
l'investiture parlementaire pour pouvoir maintenant donc assurer sa mission. Si nous prenons la déclaration de patrimoine des ministres, elle est imposée par quoi? D'abord par notre charte fondamentale qui parle de la transparence dans la gestion des affaires publiques à travers le préambule. Et puis donc de notre espace communautaire. Nous sommes dans un espace, notamment l'UEMOA, qui impose à ce que donc les affaires publiques soient gérées de façon transparente. Mais comme l'a dit le professeur Kébé, mon collègue, donc vous savez que le président de la République, à travers l'article 37, doit faire une déclaration de patrimoine. D'ailleurs, le président Macky Sall est tenu de refaire une nouvelle déclaration de patrimoine, aussitôt son serment donc formulé. Et il y a eu la loi de 2014 sur la déclaration de patrimoine. Et cette loi précise clairement que pour déclarer votre patrimoine, vous devez le faire devant l'OFNAC. C'est-à-dire que toutes les personnes, toutes les autorités qui gèrent un budget de plus d'1 milliard sont tenues de le faire. Et les ministres, on sait que donc leur budget dépasse donc cette somme. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'ils sont tenus donc à ces obligations déclaratives. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on vise? On vise la transparence ou bien l'efficacité dans la gestion des affaires publiques? Moi, je pense que les deux à la fois. Et pourquoi? Parce que c'est juste pour permettre à ce que donc, la fonction de ministre ne soit pas donc un moyen d'enrichissement personnel du patrimoine des personnes concernées. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, on devrait réfléchir sur cette question. Parce que du moment que le président de la République, qui est la première institution de ce pays, est soumis à cette obligation et lui-même, donc sa déclaration de patrimoine est rendue publique, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donc rendre publique la déclaration de patrimoine des ministres. Mais par contre, je rappelle que tout citoyen a la possibilité d'aller à l'OFNAC et de vérifier si, par exemple, une personne a déposé sa déclaration de patrimoine et de demander donc copie, et d'en demander copie avec ses frais. La loi le permet parce qu'en réalité, en matière de gouvernance, en matière de droit, notamment en droit administratif, toute personne a cette possibilité-là. Mais c'est une question qui se pose et c'est un débat qui se pose parce que ce qu'on impose au président de la République devrait être valable aussi pour les ministres de la République parce que eux tous, ils gèrent une charge publique et la Constitution fixe le principe de transparence dans la gestion des affaires publiques et ne fait pas de distinction entre le président de la République et les membres du gouvernement.